Chapitre 4. Le baptême de sang. Quelques semaines plus tard, je quittais ma chambre aux environs de 20 heures et je me dirigeais vers le bar de Papa John au coin de l'avenue Lafayette. Un jeune portoricain nommé Tico était appuyé contre le mur et fumait une cigarette. Je l'avais déjà rencontré une ou deux fois, remarqué qu'il était expert dans le maniement du couteau et qu'il regardait souvent quand je passais. Il me regarda et me dit « Hé, Niki, cela te ferait-il plaisir d'aller à une surboom? Je désire voir Carlos, le président de notre gang. » J'avais déjà entendu parler de surboom, mais n'y avais jamais pris part. J'acceptai donc d'aller par pur plaisir à son invitation et je le suivis le long d'une ruelle jusqu'à entrer au sous-sol dans une maison locative. J'eus du mal à m'habituer à la faible lumière d'un candélabre au coin de la rue, d'un éclairage qui donnait un minimum de clarté. En pénétrant dans la salle, je distinguai des silhouettes confuses qui se tenaient enlacées et se balançaient au rythme de la musique tendre, de la lumière allumée, appuyés sur l'épaule les uns des autres, tandis que leurs pieds se mouvaient au son lent d'un disque. Un des garçons s'agrippait à une bouteille d'alcool qu'il tenait dans le dos et la fille était là, debout. Tout en l'entourant de son bras, il buvait le long des traits et chancelant. Plusieurs adolescents étaient assis à une petite table. Ils jouaient aux cartes et fumaient à la marijuana, ce que je n'ai découvert que très tard. Dans l'angle le plus éloigné et le plus obscur de la pièce, deux couples étaient étendus sur une natte. Les deux jeunes les plus proches s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre et les deux autres se livraient à des ébats amoureux. Tandis que je les observais, ils se levèrent, puis, se tenant par la taille et s'embrassant avec passion, disparurent par une porte latérale. Tico me dit en clignant de l'œil. « Il y a un lit là-bas, à disposition pour ceux qui le désirent. » À mes pieds, sur le plancher, j'aperçus un tas de revues illustrées d'images de femmes nues ou à moitié vêtues. Et je pensais, alors, c'est ça une surboom? Tico prit mon bras et m'entraîna dans la pièce. « Bonsoir tout le monde, voici un ami. Si nous lui faisons sentir qu'il est le bienvenu, qu'en pensez-vous » Une fille blonde sortit de l'ombre, près de la porte, et me saisit par le bras. Elle portait un pull-over noir très ajusté et une jupe écarlate, et ses pieds étaient nus. Je la pris par la taille et lui dis « Alors bébé, comment tu vas? Tu veux danser avec moi ?»« Comment t'appelles-tu » me demanda-t-elle. Avant que j'eusse le temps de répondre, Tico s'écria « Il s'appelle Niki, il est mon ami, il est un bagarreur formidable. Peut-être se joindra-t-il à nous ?» La fille se coula sur moi, se pencha devant moi et me plotta les bras en disant « Ok Niki, si tu es si merveilleux bagarreur, montre-nous si tu es aussi un bon danseur. » Tout en glissant sur le plancher, je sentais son corps pressé contre le mien. Nos pieds avançaient lentement au rythme de la musique et ses gestes finirent par exacerber mes sens. Elle avait chaud et je percevais chaque mouvement de son corps accroché étroitement au mien. Je passai ma main sous son pull-over et le long de son dos et je la serrai contre moi. Je l'entendis marmonner. Je réitérai immédiatement et je retirai ma main et la posai sur son bras. Soudain, elle appuya les siennes sur ma poitrine et me rejeta violemment en arrière. « Arrête, qu'est-ce qui te prend » me dit-elle, d'un ton mordant. « Surtout pas de liberté avec moi. J'appartiens à José et il te couperait en morceaux si je lui racontais que tu avais essayé de me toucher. » Par l'expression de son visage, elle comprit ma confusion et sa face s'éclaira d'un sourire. Elle me saisit et me ramena en me disant à l'oreille « Après tout, c'est la première fois. Ne sois pas si pressé. Si tu me plais, tu en auras davantage. » Nous dansâmes encore un instant et nous nous arrêtâmes pour observer des gamins qui jouaient un couteau. L'un d'eux était debout dans une paroi et l'autre lançait son arme à ses pieds.
Le but du jeu était de l'envoyer aussi près que possible du gosse sans pour autant le blesser. S'il s'écartait, il était déclaré poule mouillée. Je me surpris à désirer qu'il fût atteint. La pensée du sang m'excitait. Et là, je me mis à rire en moi-même, dans l'espoir que le lanceur ferait un faux mouvement et poignarderait le garçon. La blonde au pullover noir me prit par le bras. « Viens avec moi, je vais te présenter à quelqu'un de très très important. » Je la suivis dans une autre pièce. Un portoricain long et mince était affalé sur une chaise. Ses jambes reposaient sur une table basse devant lui. Une fille était assise à califourchon sur ses genoux. Il lui envoyait en riant la fumée de la cigarette dans les cheveux. « Hé !» nous cria-t-il. « Vous n'avez donc pas d'éducation ? Vous savez bien que vous devez avoir ma permission pour rentrer. Vous pourriez me surprendre faisant quelque chose que personne ne doit voir. » Il se mit à rire tout en tapotant des 2 mains sur les hanches de l'adolescente. En me regardant, il demanda « Qui est ce vaurien ?» La blonde l'informa. « C'est mon ami Niki. Tico l'a emmené ce soir. Il dit qu'il se bat très bien. » Le garçon, long et mince, écarta la fille et m'observa doucement. Puis il sourit et me tendit la main. « Touche-la, Niki. Moi, je suis Carlos, le président des Mao Mao. » Je posai gentiment ma main sur la sienne et la retirai doucement en faisant glisser ma paume sur sa paume à la manière d'un gang. J'avais entendu parler des Mao Mao. Ils s'étaient donné le nom de sauvages africains assoiffés de sang. Et je les avais vus dans les rues, vêtus de leurs vestes de cuir noir, avec la lettre M, rouge brodée dans le dos. Ils attendaient de fantastiques chapeaux alpins qu'ils portaient, la plupart du temps décorés avec des allumettes. Beaucoup étaient armés de cannes et chaussaient des souliers avec des bouts garnis de pointes acérées avec lesquelles ils pouvaient tuer un homme en quelques secondes. Carlos m'indiqua l'angle de la chambre où je devais me mettre et je reconnus le garçon que j'avais rencontré à la kermesse. Celui-là, c'est Israël, le vice-président des Mao Mao. Israël me regardait fixement, mais son visage n'exprimait rien. Ses profonds yeux étaient noirs et semblaient vouloir pénétrer mon âme, et je me sentais très mal à l'aise. Je découvris par la suite que le président et le vice-président étaient presque toujours ensemble. Ils se protégeaient mutuellement en cas d'attaque. « Quel âge as-tu, Niki ?» me demanda Carlos. « 16 ans. »« Tu as l'habitude de combat ?»« Bien sûr, lui dis-je. »« Es-tu prêt à te battre comme n'importe qui, la police incluse ?»« Bien sûr, répondis-je. »« As-tu déjà descendu quelqu'un ?»« Non, dis-je en toute vérité, mais avec regret. »« Quelqu'un a-t-il déjà essayé de t'abattre ?»« Oh oui, plusieurs fois. »« Vraiment ?» Carlos continua à m'interroger, manifestant un intérêt tout particulier. « Qu'as-tu fait à ce type ?»« Rien. Mais ce n'est pas fini. J'attends l'occasion de pouvoir et de l'avoir, et je lui ferai son affaire. » Israël m'interrompt. « Écoute, mon vieux, si tu veux t'associer à notre bande, tu feras comme nous. Mais nous sommes des durs à cuire. Même la police a peur de nous. Une chose est certaine, nous ne voulons pas de poules mouillées. Tu te joins à nous, tu n'as peur de rien. Très bien. Mais si tu trembles, on te liquide à coups de couteau. » Je savais qu'Israël disait absolument la vérité. J'avais déjà entendu des histoires de jeunes garçons qui avaient été abattus par leur propre bande parce qu'ils avaient tourné kazakh ou dénoncé un compagnon. Carlos parla franchement. « 2 choses, vieux. Si tu te joins au Mao Mao, c'est pour toujours, compris ? Personne ne quitte les Mao Mao. Personne. Deuxièmement, si tu es pris par les flics et que tu dénonces quelqu'un, nous t'aurons. Ou bien on te trouvera à la sortie de la prison, ou bien nous enverrons quelqu'un en prison pour t'avoir. Mais, sois-en certain, nous t'aurons. » Un faible sourire apparut sur le visage d'Israël. « Qu'en penses-tu, mon pote ? Veux-tu encore te joindre à nous ?»
Donnez-moi 3 jours de réflexion, dis-je. Si j'entre dans le gang, j'irai jusqu'au bout. Ok, gosse, dit Carlos, tu as 3 jours pour réfléchir. Après quoi, tu reviendras ici pour me faire connaître ta décision. Il était toujours dans la même position, nonchalante, les jambes étendues sur la table basse. Il avait rappelé la fille et de sa main lui caressait la hanche. Je me tournai pour partir et Carlos dit encore « Hé Niki, j'oubliais quelque chose. Si tu dis quoi que ce soit à quiconque, je dis bien quoi que ce soit, où nous sommes, je te tuerai, comme avant. Tu as compris ?» J'ai compris, répondis-je. Je savais qu'il parlait sérieusement. Dehors, dans la rue, je questionnai Tico. Qu'en penses-tu, Tico? Crois-tu que je devrais me joindre au Mao Mao? Tico haussa les épaules. Ce ne serait pas une mauvaise affaire. Si tu acceptes, ils prendront soin de toi. Sinon, ils sont capables de te liquider parce que tu ne veux pas faire partie de leur bande. Tu n'as guère le choix maintenant. De toute manière, tu devras t'embrigader avec un gang si tu veux sauver ta peau par ici ou aux alentours. Et Carlos, quel est son style de type? Quelle sorte de type est-il? Lui demandai-je. Il est ok, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il dit quelque chose, tout le monde l'écoute. C'est lui qui commande. Et tout le monde le sait. Est-ce vrai que le président choisit les filles qu'il désire? C'est vrai, répondit Tico. Nous avons environ 75 filles dans la bande, et le président a la priorité quant au choix. Une autre chaque jour, si cela lui plaît. Tu sais, elles aiment bien ça. C'est très important pour elles d'être remarquées par le président. Elles se battent entre elles pour savoir laquelle obtiendra ses faveurs. Et ce n'est pas tout. Le gang prend soin du président. Il a aussi la priorité sur les produits de nos vols et il suffit habituellement qu'il paye pour nous le loyer. Acheter de la nourriture, des vêtements, c'est réellement une bonne affaire d'être président. Et Tico, si tu manies bien le couteau, comment se fait-il que tu ne sois pas le président? Sûrement pas moi. Le président ne se bat pas beaucoup. Il reste à l'arrière pour faire ses plans. Mais j'aime la bagarre. Je ne voudrais pas être président. Jamais. C'est bien ce que j'aime le mieux, moi aussi. La bagarre, pensais-je. Tico s'en retourna au Papa John et je me dirigeai vers la place de Fort Greene, en réfléchissant à tout ce que je venais d'entendre et à ce que me réservait l'avenir. Je sentais mon sang frémir dans mes veines. Les surbooms, les filles, mais par-dessus tout, les combats. Je n'aurais plus à batailler pour mon compte. Je pourrais frapper, blesser tant qu'il me plairait, sans être blessé à mon tour. Mon cœur se mit à battre de plus en plus vite. Il se pourrait que j'aie la chance de poignarder vraiment quelqu'un. Il semblerait que le sang pourrait couler et tomber goutte à goutte dans la rue. Tout en marchant, j'agitais mon bras comme invisible, avec un poignard, pourfendant et sabrant dans le noir des silhouettes imaginaires. J'avais dit à Carlos qu'il aurait ma réponse dans 3 jours. En réalité, j'avais déjà pris ma décision. Tout ce que je désirais, c'était recevoir de quelqu'un un poignard à cran d'arrêt et un revolver. 2 soirs plus tard, je retournai au local de la bande. J'entrai chez Carlos et je vins à sa rencontre. « Allô, Niki? Tu n'arrives à point? Nous avons ici un autre garçon qui a l'intention de s'embrigader, peut-être. Veux-tu assister à son humiliation et à son initiation? » Je n'avais aucune idée de ce qu'était une initiation, mais je voulais naturellement savoir ce qui se passait. Carlos poursuivit. « Mais peut-être que tu es venu nous dire que tu ne veux pas être des nôtres. » Je protestai. « Ah non, au contraire. Je suis venu vous dire que je suis prêt à me joindre à vous. Je veux me battre. Je pense être aussi dur, costaud que n'importe quel autre meilleur batailleur que la plupart des types de gang. » Bien dit, Carlos. Tu veux assister à l'épreuve et ensuite ce sera ton tour? Nous avons 2 moyens de découvrir si tu es une poule mouillée. Ou bien tu restes tranquille, tandis que 5 de nos garçons les plus forts se battent, ou bien tu t'appuies au mur, attendant que le couteau passe. Si tu fuis, dans les 2 cas, nous te permettrons pas d'entrer dans notre gang. Jamais. Ce gamin prétend qu'il est dur,
Nous allons voir si c'est vraiment le cas. Et s'il l'est vraiment, ensuite nous jugerons si tu l'es tout autant que lui. Je regardai de l'autre côté de la pièce et j'aperçus le garçon en question. Il avait près de 13 ans, son visage était couvert de boutons et une longue mèche de cheveux noirs retombait sur ses cheveux. Il était maigre et ses bras pendaient raides à côté de son corps. Il portait une chemise blanche à manches longues, tachée sur le devant et qui sortait de son pantalon. Je crus avoir déjà vu à l'école ce petit visage bourgeonnant, mais je n'en étais pas sûre, car il était beaucoup plus jeune que moi. 40 garçons et filles attendaient le spectacle avec impatience, et Carlos en était le directeur. Il demanda à tous de débarrasser le plancher, et ils s'alignèrent le long des murs. Le garçon reçut l'ordre de s'adosser à la paroi. Carlos était debout devant lui, avec un couteau à cran d'arrêt, ouvert dans la main. La lame argentée scintillait sous la lumière blafarde. « Je vais me retourner et je ferai 20 pas vers l'autre paroi, dit-il. Et nous verrons bien si tu es un dur ou non. Quand j'aurai compté 20 pas, je ferai volte-face et je jetterai le couteau. Si tu bronches ou si tu baisses la tête, c'est que tu es une poule mouillée. Si tu ne bouges pas, mais si le couteau t'atteint, alors tu es un vrai dur et tu pourras joindre encore le gang des Mao Mao. Compris ?» Le garçon fit un signe de tête. Maintenant encore, une dose d'adrénaline monta. Et une chose, ajouta Carlos, en tenant le couteau tout proche du visage du gamin. J'oubliais. Si tu flanches pendant que je marche, en comptant les pas, tout ce qui te reste à faire, c'est de ficher le camp en courant. Mais il serait préférable que tu ne te mettes plus jamais ton nez dans nos affaires. Et si tu le faisais, nous te couperions de grandes oreilles et nous te les ferions manger. Nous te sortirions le nombril comme un tire-bouchon et nous te le laisserions là, à saigner jusqu'à ce que mort s'en suive. Les garçons et les filles se mirent à rire et frappèrent dans leurs mains. « Vas-y, Carlos, vas-y » criait-il à leur président. Carlos tourna le dos au garçon, traversa lentement la salle. Il tenait le couteau brillant et la pointe de la lame devant son visage, son bras devant lui, plié au coude. 1, 2, 3. Les spectateurs se mirent à crier et à se moquer. « Attrape-le, Carlos! Perce-le! Fais-lui couler le sang! Vas-y, Carlos !» Le garçon se pressait encore contre le mur et semblait sourire gris. Il essaya désespérément d'être courageux, ses bras rigides tombaient de chaque côté, il serrait ses poings minuscules dans la jointure blanchie sous la peau. Sa face était blême et ses pupilles se dilataient de peur. 11, 12, 13... Carlos comptait à haute voix en franchissant la distance. La tension montait de plus en plus, tandis que les garçons et les filles riaient et réclamaient du sang. 19 et 20. Carlos se retourna lentement et porta sa main droite à la hauteur de son oreille. Tenant le couteau par la pointe effilée de la lame, le groupe d'adolescents demandait sauvagement du sang avec frénésie. Au moment où Carlos lança le couteau, le jeune garçon se pencha en avant en hurlant et cachant sa tête dans ses bras. « Non, non, non !» Le couteau pénétra dans la paroi avec un bruit sourd à quelques centimètres de l'endroit où le garçon avait appuyé sa tête précédemment. « Poule mouillée !» rugit la bande. Carlos était en colère et les coins de sa bouche se crispèrent, ses yeux se rétrécirent. « Saisissez-le !» s'écria-t-il. 2 garçons s'avancèrent de chaque côté de la salle, s'emparèrent de l'enfant accroupi et le clouèrent avec violence contre le mur. Carlos traversa l'espace vide et se tint devant la silhouette qui tremblait. « Poule mouillée !» et il cracha. « Poule mouillée ! Je savais que tu étais un lâche. Je l'ai vu du premier coup. Je devrais te tuer. » Une fois encore, les gosses répétèrent en chœur. « Tue-le! Tue-le! Tue cette sale poule mouillée !» Carlos lui demanda. « Tu sais ce que l'on fait à quelqu'un comme toi ?» Le garçonnet le regardait, essayant de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche.
Je vais te dire ce que nous faisons à cette sorte de poulet. Nous leur coupons les ailes pour qu'ils ne puissent plus jamais voler. Il retira son poignard de la paroi. « Écartez-le, commanda-t-il. » Avant que le gosse ait pu bouger, les deux garçons tirèrent brusquement ses bras de chaque côté, comme des ailes d'un aigle au blason. D'un geste si rapide que l'on pouvait à peine suivre sa main, Carlos leva le couteau d'un coup vif et rageur le planta presque jusqu'à la garde de l'aisselle de l'adolescent. Celui-ci fit un saut et hurla de douleur. Le sang jaillit et inonda rapidement d'un flot écarlate la chemise blanche. Retirant le couteau de la chair du garçon, Carlos le prit dans son autre main. « Regarde, vaurien, dit-il en lui lançant un coup d'œil mauvais et en moussant cruellement le poignard dans l'autre aisselle. « Je suis aussi gaucher. » Les deux garçons le lâchèrent et l'enfant s'effondra sur le plancher. Les bras croisés sur sa poitrine, les mains posées pitoyablement sur ses chairs lacérées, il criait et se débattait, se roulant de douleur sur le sol, sa chemise presque totalement imbibée de sang rouge et brillant. « Sortez-le d'ici » ordonna Carlos. Deux garçons s'avancèrent et forcèrent le gosse à se mettre debout. Il le jeta, la tête en arrière, et poussait des cris perçants quand ils touchèrent ses bras. Carlos le frappa, brutalement, sur la bouche, et des hurlements cessèrent. Les yeux horrifiés du blessé regardaient hagards la main qui le frappait encore et encore. « Rentre chez toi, poule mouillée, et si je t'entends crier une fois encore, ou si tu nous dénonces, je te couperai aussi la langue. Compris ?» Tout en parlant, il tenait le poignard d'un air et le faisait tourner en l'air. Du sang coulait goutte à goutte de la lame argentée sur la marche de nacre blanche. Carlos répéta « Compris ?» L'enfant fit signe qu'il avait compris. Les garçons se traînèrent sur le plancher et le sortirent du trottoir. Le gang criait, alors qu'on l'emmenait. « Va-t'en, rentre chez toi, poule mouillée !» Carlos se retourna. « À quel tour ?» dit-il en me regardant fixement. Le groupe s'apaisa. J'avais pris plaisir à toute cette scène et je n'avais pas peur. La vue de ce sang suscitait chez moi un sentiment sauvage, farouche et tonifiant. J'éprouvais de l'envie à l'égard de Carlos. Mais non, tout était arrivé. Mon tour, c'était moi. Je me souvins de sa déclaration. J'avais le choix entre deux initiations. Mon bon sens me disait que Carlos était encore en rage et que si je laissais jeter un couteau contre moi, il essaierait de me frapper en dessein. Entre les deux, il était plus sage de choisir l'autre épreuve. « Aurons-nous encore une poule mouillée ?» me taquina Carlos. Je m'avançai au milieu de la salle et je le regardais autour de moi. L'une des filles grandes et élancées, portant des pantalons noirs, me cria. « Qu'est-ce qui ne va pas, môme? T'as peur ou quoi? Il y a encore du sang par ici, s'il t'en manque. » La bande me hua et éclata de rire. Elle avait raison. Le sol près de la paroi où s'était tenu le garçon était couvert d'une grande flaque gluante. Je dis « Pas moi, je n'ai pas peur, mets-moi à l'épreuve. » Où sont les garçons qui désirent me passer à tabac? J'essaye de sauver la face, mais au-dedans j'étais effrayée. Je savais que j'allais être blessée. Ces types ne plaisanteraient pas. Mais je préférais mourir plutôt que de fléchir. Je leur dis « Je suis prêt, Carlos. » Et Carlos aboya 5 fois un nom. « Johnny! Johnny! Johnny !» Un adolescent court et robuste sortit des rangs et se plaça devant moi. Il avait 2 fois mon poids, un front marqué de rides profondes et presque pas de nuque. Sa tête paraissait reposer directement sur ses épaules. Il marcha jusqu'au centre de la pièce et fit craquer d'un bruit vif et sec les jointures de ses doigts. J'imaginais mes 60 kilos contre ses 100. Il me regarda avec des yeux sans expression, comme ceux d'un singe. Il attendait l'ordre de m'attaquer. « Mati !» Un autre garçon s'avança. Sa taille était plus semblable à la mienne, mais ses bras étaient très longs, beaucoup plus longs que les miens. Il dansait au centre de la pièce en se trémoussant,
les poings en avant comme un boxeur, son menton appuyé sur la poitrine, les yeux levés, il tournait autour de la salle, lançant ses poings avec rapidité comme un éclair. Il faisait siffler les filles et soupirait en se balançant et en donnant des petits coups secs. José, un troisième homme, rejoignit les autres. C'était un garçon. Il portait une profonde cicatrice sur la joue gauche, au-dessus de l'œil jusqu'à la pointe du menton. Il commença par se débarrasser de sa chemise et se mit à assouplir ses muscles. Il était bâti comme un athlète. Il tournoya autour de moi, me rendant, sous tous les angles, un petit regard. Hall! Un rugissement s'éleva du groupe des jeunes et remplit la salle. De toute évidence, Hall était un favori. Je suis plus tard qu'on lui avait donné ce nom parce qu'il voyait aussi bien de nuit que de jour. On se servait de lui en première ligne dans les émeutes parce qu'il discernait aisément dans l'obscurité les bandes ennemies qui approchaient. Un jour, on l'avait frappé dans un préau d'école avec une planche armée d'un long clou qui lui avait déchiré atrocement l'oreille et lui en avait arraché la moitié. Hall était un garçon, petit, gras, et je n'ai jamais vu d'apparence plus abjecte que la sienne. Paco! Je n'eus pas le temps de le voir. Je l'entendis appeler derrière moi « Hé, Niki !» Et quand je me retournai, il me frappa dans le dos avec son poing, jusque dans la ceinture. Le coup fut terrible. Il me semblait qu'il avait éclaté un de mes reins. J'essayai de reprendre mon souffle, mais il continua de me frapper. Je redressai et me posai mes mains sur mon dos pour soulager la douleur, quand un autre garçon me donna un coup de poing au creux de l'estomac et me fit perdre ma respiration. J'avais l'impression que cela commençait à aller mieux lorsque quelqu'un me heurta le visage et j'entendis l'os de mon nez craquer sous le choc. Je n'eus jamais d'occasion de frapper en retour. Je me sentis défaillir. Quelqu'un saisit mes longs cheveux, mon corps s'effondra sur le plancher, ma tête se maintenait en l'air par ma chevelure que l'on tirait. Un autre me donna des coups de pied au visage avec un soulier écrasé et je sentis la boue grincer sur mes joues et sur mes lèvres. De tous les côtés, on me frappait et celui qui tenait mes cheveux en l'air me soufflotait par-dessus le marché. Puis, les lumières s'éteignirent et je me souviens plus de rien. Un peu plus tard, je fus conscient qu'on me retournait et donnait une gifle. J'entendis quelqu'un dire « Hé, hé, réveille-toi !» J'essayais de fixer mes regards, mais je ne voyais que le plafond. De la main, je tentais d'essuyer ma face et je sentis du sang coaguler sur ma peau. Je regardais et reconnus les traits de celui qu'on avait appelé Hall. Le sang me rendit fou. Je le saisis et je le frappai sur la bouche. Toute mon énergie me revint soudain. J'étais couché sur le dos, tout noyant de tous les côtés et le frappant des pieds, des mains, ceux qui étaient proches de moi, blasphémant et hurlant. Quelqu'un s'empara de mes pieds et me cloua au sol jusqu'à ce que ma fureur s'apaisa. Israël se pencha sur moi en riant. « Tu es des nôtres, Niki !»« Ça, mon pote, tu nous seras utile. Tu peux faire des tas de choses, mais en tout cas, tu n'es pas une poule mouillée. C'est certain, tiens !» Et il pressa quelque chose dans ma main. C'était un revolver 32 mm. « Tu es un Mao Mao, Niki. Un Mao Mao. »